Nous restons un moment en Éthiopie où on évoquait donc cette nouvelle descente aux enfers de ce pays après ce que les autorités ont appelé une tentative de coup d'État manqué le samedi dernier. Ibrahim Acha, vous aviez la parole par rapport à ce fédéralisme ethnique qui s'est mis dans le pays. Tout à fait. Je disais que ce fédéralisme basé sur l'ethnie n'est pas une très bonne chose. Et surtout en Afrique, nous savons ce que ça crée comme tort. Si nous jetons un regard un peu vers le Rwanda, ce qui s'est passé avec le génocide rwandais entre les Hutus et les Tutsis, vous avez vu que c'est des choses comme ça. Ce n'est pas le fédéralisme, mais il y a quand même cette guerre, ces rivalités entre les ethnies qui créent ces situations. Donc, il faudrait que l'Afrique fasse un effort pour se démarquer de ces affirmations identitaires ou bien ethniques et qu'on aille vers un État-nation. C'est-à-dire qu'on est fier d'appartenir à une nation, on est tous un et on se dit que l'État nous appartient, nous sommes tous fils d'un même pays, nous devons travailler ensemble, main dans la main. Et ignorer royalement ces questions ethniques, je pense que ça fera gagner beaucoup plus à l'Afrique. Mais ça, c'est le très grand défi qu'il y a à relever, parce que quand vous êtes dans un pays comme l'Éthiopie, où vous avez des Amaras qui estiment que oui, c'est nous qui avions les empereurs qui ont dirigé l'Éthiopie jusqu'à un moment, et on a perdu le pouvoir en 91. Et donc, on est dans une posture de reconquête de ce pouvoir et de l'autorité qu'on avait. Quand vous avez des Oromos qui, eux aussi, exercent et qui veulent continuer par exercer. Et vous avez aussi l'autre ethnie, les Tigréens, dont on ne parle pas beaucoup, qui sont là. C'est difficile de construire une nation sur ces bases-là. Pas trop. S'il y a de la volonté politique, je pense qu'ailleurs, ça a pu réussir. Je pense... Au Nigeria, le Nigeria est un cas d'exemple. C'est un pays... c'est pas si réussi que ça. Les Igbo, mais qui est composé de beaucoup de pays, de beaucoup de régions. Voilà. Et là-bas, ils ont trouvé la solution pour régler ce problème. C'est que le pouvoir, il est divisé. En tout cas, les mandats présidentiels sont divisés. Lorsque celui du Nord prend le pouvoir, au prochain mandat, c'est celui du Sud. C'est technique. Aux États-Unis, les États-Unis sont composés de plus de 50 États. Des États, pas des régions, de 50 États. Mais tout le monde a compris la nécessité de se mettre ensemble. Ce n'est pas parce que vous aviez fait rayonner l'étoile impériale de votre État dans le temps qu'aujourd'hui, vous allez procéder par coup d'État. Non, il y a des institutions, il y a des élections qui sont organisées. Il y a même toujours ces relents qui existent et qui reviennent, même si on essaie de leur refouler. Oui, bien évidemment, mais ça ne doit pas prendre le dessus. C'est en cela que j'ai apprécié un peu le discours du Premier ministre à la suite de ce coup d'État. Il a fait un discours rassembleur. En tout cas, c'est lui qui était visé, selon les informations, mais il n'a pas gardé donc contre ceux qui voulaient le faire partir par les armes. Non. Et ces relents-là, il faut les gérer, il faut les contenir pour éviter de faire sombrer l'Éthiopie. L'Éthiopie aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est l'un des pays les plus développés de cette région de l'Afrique. En tout cas, quand on parle des États, des pays qui ont réussi véritablement à asseoir leur économie, déjà l'Éthiopie occupe une très grande place. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des ambitions politiques de certains. Et donc, pour cela, il faut leur permettre de déstabiliser le pays. Non, il faut plutôt penser à réunifier tous les fils et toutes les filles de ce pays pour qu'ensemble, ils puissent participer main dans la main à la reconstruction de ce pays. L'Éthiopie revient de très loin. Il y avait eu la sécheresse, il y avait eu la famine, il y avait une grosse famine. Il y avait eu une longue période d'instabilité avec des coups d'État. Aujourd'hui, le pays est en train de décoller. Ce n'est pas le moment de le tirer vers le bas. On a vu aussi que c'est des situations comme ça qui ont commencé par naître et qui ont fait partir beaucoup de premiers ministres dans le temps, et notamment le prédécesseur même de Ahmed Abiy. Est-ce qu'aujourd'hui, Ahmed Abiy, dans ces situations, n'est pas en train de voir aussi sa sortie comme ça? Oui, on peut être tenté de croire que, vu la situation, si les choses s'accélèrent ou bien s'enveniment, il va de soi que son trône, comme on le dit, soit menacé. Au-delà de tout, ce que nous pouvons ajouter, c'est la question des institutions. Il faut des institutions fortes en Afrique. Il faut faire un effort pour stabiliser le pays par des principes démocratiques assez poussés. Parce que quand vous êtes au pouvoir et que vous n'avez pas l'intention de quitter, vous vous éternisez, vous créez des situations de frustration dans le pays. Tôt ou tard, il y aura des gens qui vont se relever contre vous. Soit c'est votre ethnie qui sera la cible
dans le futur des autres ethnies. Et ça, je pense que ce ne sont pas des situations qui vont créer une certaine stabilité en Afrique. L'enjeu aujourd'hui en Afrique, c'est le développement. Et quand on parle de développement, il faut comme base, le facteur le plus déterminant, c'est la stabilité politique. Quand il y a la stabilité politique, les gens vont travailler, les fils des pays vont travailler pour pouvoir asseoir leur développement. Donc, vivement que la démocratie soit la chose la mieux partagée, que les institutions ne soient pas inféodées, c'est-à-dire qu'on fait des semblants de démocrature pour, au finish, conserver le pouvoir. Et ça, jusqu'à quand? Voilà la problématique. Et l'Afrique doit véritablement se réveiller et éviter que certains bouffons, comme nous les appelons, ne transforment ce continent vraiment en un continent où il ne fait pas bon vivre, où les jeunes ou bien les populations, surtout la jeunesse, soient obligées d'aller mourir dans la Méditerranée. Ça serait vraiment très triste pour l'Afrique qui regorge beaucoup de ressources et même beaucoup de potentialités. Le second sujet que nous allons évoquer ce soir, c'est la Mauritanie. On va donc parler de cet appel à la grève contre la victoire de Cheikh El Ghazouani. Les 4 opposants en lice à l'élection présidentielle en Mauritanie ont rejeté les résultats provisoires, annonçant dès le premier tour la victoire du candidat du pouvoir Mohamed Cheikh El Ghazouani, et appelé à manifester pacifiquement à partir de lundi, c'est-à-dire hier. Ce scrutin doit marquer la première transition entre 2 présidents élus dans ce pays, secoué par de nombreux coups d'État de 1978 à 2008, date du putsch qui a porté Mohamed Ould Abdelaziz au pouvoir avant son élection en 2009. Il ne pouvait plus se représenter. Il faut également souligner que les Mauritaniens ont nombreux fait le déplacement dans les urnes. La CENI a annoncé une participation de 62,66%. Et le général Ghazouani a remporté cette élection dès le premier tour avec un peu plus de 52% des voix. Quelle réaction, David Djabavi, face à l'appel de l'opposition mauritanienne à manifester? C'est tout à fait, ils sont dans leur droit. Si la constitution de leur pays les autorise à appeler à manifester à la suite d'une élection à laquelle ils ne sont pas d'accord, c'est leur droit le plus absolu. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir jusqu'où ces appels aux manifestations vont arriver et quel sera l'aboutissement final quand on connaît un peu ce pays qui a aussi traversé des périodes d'instabilité. Je pense que l'opposition mauritanienne doit s'accorder sur son échec parce que déjà en face du candidat unique du parti au pouvoir, ils étaient nombreux à se présenter. Beaucoup d'appels avaient été lancés à leur endroit pour fédérer toutes les candidatures. Mais ils ont tenté et ça n'a pas marché. Oui, il y avait une première coalition qui a éclaté après. Tout le monde se disait présidentiable et donc ils ont accepté d'aller. Maintenant que les résultats ont été proclamés, ils sont dans leur droit de s'opposer à ces résultats qui ont été proclamés. Alors, il faut aussi voir la volonté de l'actuel chef de l'État de partir par la grande porte. Il était arrivé au pouvoir, on sait comment il était arrivé au pouvoir. Il a fini ses 2 mandats. Il y avait eu des appels à lui adresser pour se représenter, pour changer la Constitution et faire un 3e mandat. Tout de suite, il a dit non, qui n'était pas intéressé. Et donc, il a accepté de se retirer après ces 2 mandats. Et en partant, c'est tout à fait normal que son parti positionne, en tout cas, un candidat qui puisse lui succéder. C'est ce qui était arrivé. Et je pense que c'est des acquis assez profonds pour permettre à ce pays de ne plus sombrer dans l'instabilité politique. On a vu comment les coups d'État avaient été répétitifs dans ce pays. Ce n'est plus le moment. La Mauritanie fait face à beaucoup de défis. Il y a le défi du terrorisme de l'autre côté. Il y a celui de l'immigration clandestine, etc. L'instabilité politique, ce n'est pas le moment. Les opposants qui avaient pris part à cette élection doivent comprendre que aujourd'hui, s'ils s'en sortent avec ce score, c'est parce qu'il avait voulu. On annonce 62% de Mauritaniens qui sont allés aux urnes. Ça veut dire qu'il y a une forte volonté populaire de s'associer à la gestion de la chose politique. Ces opposants auraient pu s'entendre pour former un bloc uni autour d'un seul candidat. Avec les résultats qu'on a, même s'ils y allaient unis, c'est pas gagné. Non, c'est pas que ça, c'est les résultats effrités. S'il y avait un bloc, s'il y avait un seul candidat en face du candidat du parti au pouvoir, je pense qu'un 2e tour aurait pu être possible parce que on a vu un peu comment la campagne s'est déroulée. Il y avait une très forte adhésion de la population. Bon, mais s'il y avait un seul candidat, on n'irait pas au 2e tour parce que
il n'y aurait que 2 candidats en lice. Oui, mais s'ils sont en bas de 50%, si tous les deux sont en bas de 50%, je ne sais pas ce que prévoit la Constitution de ce pays. C'est difficile qu'il y en ait s'ils sont en bas de 50%. Oui, mais les deux peuvent se retrouver à... Il y a des abstentions. Oui, surtout. Il y a des abstentions. Voilà, on a parlé de 62%. De 62% peuvent partager leur voix. C'est pas pour suffrage exprimé. Hein. C'est les suffrages exprimés qu'on compte. S'ils ne sont que 2, bon. Non, le problème, c'est que quand on va en bloc, quand l'opposition va en bloc, ça crée beaucoup plus d'enthousiasme. Et ceux qui devaient être tentés par l'abstentionnisme, ou bien ceux qui devaient peut-être ne pas prendre au vote, allaient quand même avoir cette volonté d'aller à ces élections. Et surtout que ces élections marquent, disons, une... alternance dans le pays, surtout l'alternance, c'est ça qui était vraiment l'enjeu principal. Et donc, et c'est ça même qui a motivé les Mauritaniens à aller vraiment massivement aller voter. Et ils ont voté, mais au final, ce qu'ils attendaient, cette alternance, c'est vrai que le président n'est plus. Voilà, ce n'est pas le président qui a fait les 2 mandats qui est là encore. Il y a eu un nouveau candidat, il y a eu alternance. Et au même moment, l'opposition, qui n'a pas parlé d'une seule voix, se retrouve avec des scores vraiment effrités, comme le disait mon confrère Diabavi. Et c'est ça, parce que quand vous allez à une élection, il y a d'abord le côté stratégique qu'il faut peaufiner, c'est ça qui est très important. Et en dehors de la stratégie aussi, savoir aussi tenir un langage cohérent et faire des offres politiques assez alléchantes à la population. Ça aussi, ça manquait un peu à l'opposition. C'est vrai qu'après les résultats, il y a 4 figures de l'opposition qui se retrouvent et essaient de voir dans quelle mesure il faut organiser la contestation. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ces 4 ont décidé de manifester pacifiquement et contester les résultats avec les moyens légaux. Ça, c'est déjà très important comme avancée démocratique dans ce pays. Et en dehors de ça aussi, il faut dire que ce que demande à proprement parler cette opposition, c'est le 2e tour. Et ils n'acceptent pas d'être battus au 1er tour par le candidat du pouvoir. Et c'est pourquoi ils demandent en même temps aussi qu'il y ait recomptage des voix, bureau par bureau de vote. Et ça, bon, on se demande, est-ce que les autorités mauritaniennes vont accéder à cette requête? Ça reste à voir. Mais il faut peut-être conclure en même temps que le 20 tiré en Mauritanie, il y a eu le général déclaré vainqueur et on se dit que jusqu'alors c'est lui qui va prendre la succession de la Mauritanie et on verra ce qu'il va faire comme action pour peut-être recoller les morceaux qui sont déchirés à la suite de ces élections qui, à proprement parler, a mobilisé beaucoup de Mauritaniens. Alors, David Diabavi, il y a quand même quelque chose d'assez curieux qui s'est passé à l'annonce des résultats. C'est le général Ghazouani qui a commencé par, disons, se déclarer déjà vainqueur, alors qu'on avait dépouillé que 80% des bulletins. C'est ça aussi le drame en Afrique. Je ne sais pas comment ça se fait que c'est les candidats qui proclament les résultats, alors qu'il y a des institutions qui sont censées réguler. Voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Mais je pense que c'est aussi une stratégie pour affaiblir l'adversaire. Ça se passe... Mais ça, est-ce que ça ne met pas les CENI en difficulté? Là, maintenant, on verra. C'est lui qui a donné ces résultats. La CENI a confirmé. Hein, voilà, donc si la CENI confirme, ça veut dire que c'est les mêmes résultats. Vous savez, chaque adversaire qui prend part à une élection présidentielle a une équipe autour de lui qui fait un travail de fond assez extraordinaire. Oui, mais est-ce que c'est si difficile d'attendre que l'institution en charge... C'est une guerre de mots. C'est une communication politique. Voilà, c'est une guerre de mots. C'est pour affaiblir l'adversaire, c'est tout à fait stratégique. Et aujourd'hui, il a dit, parce que peut-être qu'il avait en sa possession aussi des données, et il a communiqué, et vous avez vu la conséquence. L'opposition en face s'est retrouvée à appeler les Mauritaniens à organiser des manifestations à partir d'IA, etc. Donc ça veut dire que le général a pris le dessus, il a annoncé des résultats.
de 80% de dépouillement. C'est quand même assez grand. Hein. C'est grand, c'est conséquent. Mais ça peut toujours faire balancer. Ça peut balancer peut-être en termes de chiffres, oui, mais pas en termes de... Son suivant immédiat n'a que 18. Voilà, même si on ajoutait les 20% restant à celui qui le suit directement, c'est pas gagné. Donc c'est une guerre de communication. Ça existe un peu partout, mais d'une façon plus stratégique d'un pays à un autre. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait en France, mais le désastre ici en Afrique, c'est que ceux qui sont proches du pouvoir, qui donnent les résultats, au Togo on en avait connu, hein, qui donnent des résultats, se mettent dans une situation de force parce qu'ils estiment que c'est eux qui ont gagné les élections. Encore qu'en Mauritanie, ils ont donné les élections, ils ont donné les résultats après les élections. Dans d'autres pays, les résultats ont été donnés avant même les élections. Sinon, le problème, c'est qu'il y a l'autre, disons, l'autre situation, ce qui arrange, parce qu'il y en a aussi qui déclarent avoir perdu les élections avant même la proclamation des résultats. Il y en a aussi qui le font. Nous avons vu ce qui s'est passé... je pense au Sénégal, parce que je pense au Sénégal, ça s'est passé avec Abdoulaye Wade, qui allait au deuxième tour avec Macky Sall. Avant même la proclamation des résultats, il a reconnu sa défaite parce qu'il avait les données. Pour éviter tout à fait. Que le pays n'explose aussi. Non, pas forcément. C'est par rapport aux données. Parce que vous savez que chaque candidat a son QJ où on fait la compilation des résultats. Et donc, après compilation, s'il estime que l'écart est trop grand, il va de soi qu'il déclare... il a été vaincu. Et ça aussi, ça fait partie aussi de ce que nous appelons le politiquement correct, parce que les gens voudraient se montrer aussi de vrais démocrates et qui ont dans leur façon de faire le fair play politique. Et donc ça aussi, ça participe à ennoblir un peu l'image de ces personnalités. Nous avons vu pour le Sénégal, lorsque Wade a déclaré qu'il a perdu ses élections et qu'il félicitait Macky Sall avant même la proclamation des résultats, ça a rehaussé un peu sa cote de popularité qui était ternie par les affrontements et tout ce qu'il y avait eu, voilà, sa volonté de faire un troisième mandat. Ouais, son entêtement, bien évidemment. Et donc, il y a ce côté. Et donc, pour la Mauritanie, on peut dire aussi que le général avait fait, par rapport aux données issues de la compilation des résultats, il se dit que même si on dépouillait les 20%, ça ne pouvait pas faire changer la situation. Bon, c'est vrai que peut-être que ça ne pouvait pas faire changer la situation, parce que son suivant immédiat, on le dit, il a 18,58%, mais ça pouvait réduire, lui, son résultat. Il est à 52,01%. Peut-être qu'il se retrouverait à 49%, et puis en second tour, je pense qu'il y a un autre niveau qui doit valider les résultats de la CENI. Voilà. Et avec les recours qui vont être introduits par les opposants, etc., le pourcentage du général pourra être revu ou à la hausse ou à la baisse. C'est tout à fait normal. Les 52%, c'est un pourcentage assez stratégique parce que c'est légèrement au-dessus de la moitié des Mauritaniens qui sont allés voter, en tout cas. Ça veut dire que vous avez un peu plus de la moitié des votants mauritaniens qui ont porté leur voix pour vous. Donc, vous pouvez diriger le pays. Au premier mandat, vous allez faire tout pour rassembler tout le monde, etc., jusqu'à la fin de votre mandat. Donc, c'est une stratégie. Je pense que l'opposition doit aussi apporter ses preuves, demander à l'État, au gouvernement, au ministère, l'institution qui organise les élections là-bas, de faire les récomptes bureau de vote par bureau de vote. C'est aussi une question de moyens financiers. Voilà. Ça généralement, on entend ce genre de demande, mais ça n'a jamais été retenu. Oui, parce que celui qui organise les élections dira qu'il n'a pas les moyens financiers, parce que tout ça, c'est de l'argent, c'est de la disponibilité, c'est des ressources humaines, il faut encore investir. Il te dira qu'il n'a pas de l'argent et qu'il faut s'adresser à l'institution qui recueille ses recours et qui les tranche. Donc, si après avoir introduit les recours, l'opposition n'est pas satisfaite, elle peut continuer par appeler aux manifestations pour démontrer au pouvoir que nous avons perdu les élections, mais nous avons encore la possibilité, nous avons le peuple derrière nous, nous avons la possibilité de mobiliser, etc. Et on se dirige vers un gouvernement de consensus, comme on les appelle souvent, pour que chacun puisse se retrouver. Parce que quand on additionne les pourcentages de l'opposition, ça fait quand même une grosse marge. C'est beaucoup de Mauritaniens qui ont voté pour eux aussi. Et ce pourcentage ne peut ne pas être tenu en compte.
par l'actuel gouvernement. Alors, le général Gazouani, qui va peut-être, si la Cour constitutionnelle le confirme, devenir le prochain président, n'est pas quand même nouveau dans l'arène. Il a été pendant 10 ans chef d'état-major et pendant quelques mois ministre de la Défense de l'actuel président. C'est la continuité? Bon, on peut être tenté de dire que c'est la continuité, puisque c'est le même système qui est en place. Mais au même moment, nous avons vu certains aussi prendre leur distance. Quand je prends un peu l'Angola, vous comprenez. Après le départ d'Eduardo dos Santos, lorsque Filomeno est venu, il a imprimé sa marque et il a changé sa façon aussi, la façon de diriger le pays au temps d'Eduardo dos Santos. Donc, je me dis que ce général peut prendre aussi... comme on l'a dit, cette distance vis-à-vis de l'ancien président. Et s'il veut s'inscrire positivement dans l'histoire de la Mauritanie, il va peut-être gérer le pays avec des principes beaucoup plus orthodoxes et faire en sorte que la Mauritanie puisse se retrouver. Mais l'autre aspect aussi qu'il faut relever dans l'élection mauritanienne, c'est que dans les pays où les gens ont beaucoup réclamé les élections à 2 tours, surtout je vais prendre le cas du Togo, ce n'est pas toujours donné que les 2 tours, là, les gens vont passer au second tour. Donc ça dépend aussi du contexte politique. Donc si vous n'avez pas une stratégie, surtout avec, bien évidemment au Nigeria aussi. Donc si les oppositions ne s'entendent pas, n'arrivent pas à déployer certaines stratégies assez cohérentes et efficaces par rapport au régime en place, ça peut amener que lors de ces élections, qu'on escompte aller au deuxième tour, ne soit pas vraiment véritablement ce que les gens vont s'attendre. Donc il peut arriver que le président sortant ou bien le candidat de la majorité présidentielle puisse aller, comme Yadema le disait, faire un coup KO. Et là, ça serait une situation que l'opposition ne va pas accepter, mais qui, à mon sens, aura aussi sa raison d'être, parce que ce sont les urnes qui auraient imposé ce résultat. Alors c'est vrai que l'opposition a appelé à manifester. Ce lundi, il n'y a pas quand même eu de manifestation, mais on sent que la situation est assez tendue dans le pays. Alors si on revient même sur la logique même de manifester pour revendiquer des résultats, ça ne marche souvent pas. Non, ça ne marche pas malheureusement. Je ne sais pas s'il y a un pays qui a fait annuler une élection ou qui a changé les chiffres après que l'opposition a appelé à manifester. Je ne sais pas, en Afrique, je ne sais pas. Mais c'est aussi une force, c'est la seule force dont dispose l'opposition aujourd'hui, puisque elle ne doit pas se taire. Elle estime avoir été volée, trichée, et que les résultats qui ont été publiés ne sont pas ceux qui sont sortis des urnes. Donc, et là, ces militants qu'elle ne doit pas laisser en abandon, et donc elle doit les appeler à manifester. Voilà, c'est une démonstration de force au pouvoir en place pour lui faire comprendre que nous avons encore des ressources sûres, nous avons de la mobilisation derrière nous. Faites attention, ce n'est pas tous les Mauritaniens qui ont voté pour vous. Il y a une grosse partie qui est derrière nous qui n'a pas voté pour vous aussi. Donc, vous devez être attentif à nos exigences, à nos demandes, etc. Donc, c'est une façon de démontrer cela. Mais malheureusement, ça n'aboutit pas. Dans certains pays, ça a permis quand même d'équilibrer la gestion du pouvoir. Il y a eu des gouvernements qui ont été créés, où l'opposition a été présent dans ces gouvernements, c'est etc. finalement le résultat auquel on aboutit. Oui, c'est tout. La Cour constitutionnelle mauritanienne va valider ces résultats. Et donc voilà, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, c'est un nouveau mandat. Il y a eu, moi ce que j'ai apprécié, c'est cette volonté de l'ancien chef d'État de s'arrêter à son deuxième mandat et de dire non à toutes ces personnes, à tous ces Mauritaniens qui étaient venus vers lui. Il y avait eu un front même qui a été créé pour l'appeler à modifier la Constitution. Il a dit non. Je ne vais pas aller, je laisse le pouvoir à la suite de mon deuxième mandat. Il a fait, c'est quand même un geste assez fort, c'est très rare dans les pays ouest-africains en tout cas. Et donc c'est cette volonté-là que moi je salue. Celui qui est arrivé, c'est un pur produit de l'ancien. Il aura aussi sa vision, c'est un peu comme ce que Ibé disait tout à l'heure. Peut-être qu'il va imprimer une autre façon de gérer aussi, ou il va rester dans la logique de l'ancien président et avancer. L'important, ce qui est indispensable aujourd'hui, l'objectif à atteindre aujourd'hui, c'est de stabiliser la Mauritanie et de trouver des réponses aux questions que se posent des Mauritaniens sur
la situation qui prévaut dans leur pays. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde, la Mauritanie. Le désert voilà, les 60% de ce territoire sont occupés par le désert. Et donc, c'est un pays pauvre qui se cherche. L'important aujourd'hui, c'est d'aller à l'apaisement et au développement. Voilà pourquoi, enfin, si on prend en compte la situation économique même du pays qui n'est pas très rose, on ne va pas ajouter une instabilité politique à cela. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pourquoi il faut éviter à ce que le pays bascule. Et ceci doit venir des acteurs politiques eux-mêmes. Donc, ils doivent faire un effort de dépassement, comme on l'a dit, comprendre la situation et se dire que voilà, il faut sauver la Mauritanie. Il ne sert à rien que le pays bascule, parce que quand ça bascule, les conséquences sont plus désastreuses et au finish, on revient toujours à la table des négociations. Moi, j'estime qu'il faut aller très tôt à la table des négociations. Ce n'est pas que les résultats vont changer, mais il faudrait que le nouveau président, je veux parler du général Gazaoui, fasse un effort nécessaire pour comprendre aussi la voix de la minorité, si on peut oser le dire ainsi. Nous allons marquer la pause et on va revenir dans une dizaine de minutes pour continuer.